Hello et bienvenue dans l'épisode 11 de mon podcast C'était juste une anecdote. Épisode 11 que j'ai sobrement intitulé L'art de se prendre un burn-out en pleine face. Moi, je n'ai pas vu le burn-out arriver. Et pourtant, il m'a littéralement fauché. C'était il y a 8 ans, je crois, j'étais directrice d'école, sans décharge. Euh, Tu vois, la nana investie, impliquée, passionnée par son métier. Moi, je suis le genre à lire tous les articles qui te disent comment prendre soin de toi pour éviter l'épuisement. Je me rappelle qu'à l'époque, quand j'avais la direction, je savais que la tâche de travail était beaucoup trop élevée et surtout j'avais littéralement 0 heure pour la réaliser alors que ça me prenait en moyenne 10 à 15 heures de plus, en plus de mon travail. J'avais des CM1, des CM2, une classe avec 33 élèves. Ça faisait 5 ans que j'étais directrice avec des gros effectifs comme ça. Donc voilà, donc on commençait à l'époque à parler du burn-out, surtout chez les directeurs, il y en avait beaucoup et donc moi, j'étais hyper vigilante avec ça, tu vois? Donc je faisais du sport, je mangeais équilibré, je marchais chaque jour 30 minutes le midi, pendant ma pause méridienne, au boulot, parce que non 15 minutes, pas 30, parce que je savais que j'avais pas le temps de marcher, mais justement je me disais: «Ta ta 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 ta, fais une pause, c'est trop important, reste pas la tête dans le guidon». Je me rappelle aussi que je coupais le perso du pro. J'avais arrêté depuis, peut-être 1 an à l'époque, à ramener du, boulot à la maison. Je préférais rester tard, arriver tôt, plutôt que de rapporter du travail. Comme ça, quand je rentrais à la maison, eh bien, au moins, je pouvais déconnecter. Je faisais ma séance de sport 30 minutes avant d'aller chercher mon fils au périscolaire. Donc tu vois, si à l'époque j'avais lu un article, «Se prémunir du burn-out», je pense que vraiment je cochais toutes les cases de ce qu'il fallait faire. Voilà. Moi, je mettais tout en place pour tenir debout. Mais, tenir debout, ce n'est pas vivre. Et un jour, c'était juste après les vacances d'octobre, au moment de la rentrée, je me suis effondrée, mais littéralement. Je n'ai pas pu sortir de chez moi. Je m'en rappelle comme si c'était hier, d'ailleurs j'en ai des frissons rien que d'y repenser. Il faisait très froid, on était en octobre, mais pourtant il faisait froid, j'avais mis mon écharpe, mon bonnet et au moment de sortir de chez moi, j'ai mis la main sur la poignée de ma porte et je me suis retrouvée paralysée. Mais paralysée. J'ai dû rester peut-être 30 minutes debout devant cette porte, puis je me rappelle être allée voir mon mari, avoir fondu en larmes et lui expliquer que j'étais incapable d'aller travailler. Et ce qui s'est passé a été extrêmement déroutant parce qu'en une fraction de seconde, j'ai eu ce qu'on pourrait appeler, un blackout. Je ne savais plus où je travaillais. J'avais oublié que le prénom de mes élèves, on était en octobre, mais mes élèves, j'en avais déjà eu la moitié, pendant l'année d'avant, comme j'avais un double niveau. Tu vois? C'est vraiment, aucun repère. Je savais plus, le niveau de classe que j'avais, je savais plus le nom du village où je travaillais, je connaissais plus rien. Et pourtant, tu vois, quelques jours avant, on était partis à Paris en famille pour les 6 ans de mon fils et j'étais vraiment bien. Sur les photos, je suis grand sourire, rien ne laisserait présumer de ce qui va m'arriver et quand je te dis de ce qui va m'arriver, eh bien, c'est parce ce qui a suivi a été, extrêmement, extrêmement, extrêmement sombre. En gros, pendant 2 mois, je suis restée on a donc une salle cinéma au sous-sol qui est donc, au sous-sol. C'est une pièce, absolument insonorisée, toute noire. Je suis restée enfermée 2 mois dans cette pièce parce que je ne pouvais pas avoir d'interaction. Je pense sincèrement d'ailleurs avec le recul que si à l'époque je n'avais pas été avec mon mari qui a été incroyable tout le long de ce burn-out, j'aurais dû être, hospitalisée. J'en suis, à l'heure qu'il est, absolument convaincue. J'étais dans un état, d'hypervigilance, constant. Donc, évidemment, les crises d'angoisse étaient violentes. Évidemment, j'étais incapable de prendre la voiture. En fait, pour te donner une idée, les simples interactions avec mon fils, qui avait à l'époque 6 ans, étaient impossibles à supporter et sur le coup, je ne me rendais pas compte de tout ça. C'est avec le recul et en discutant avec mon mari, en fait, je ne supportais pas de voir mon enfant plus de 2 minutes par jour et mon mec, quand il s'adressait à moi, il devait chuchoter parce que déjà là, ça me faisait sursauter. Mon corps m'a fait une réaction épidermique, ce qui fait que pendant 15 jours ou 3 semaines, je ne me suis pas douchée. Tu imagines? Parce qu'en fait, je rejetais mon corps et le simple fait de le toucher, si je touchais mon corps, j'avais mal. Alors la projection d'avoir de l'eau qui coule sur ma peau, mais c'était inimaginable, vraiment inimaginable. Et en fait,
Eh bien, ce qui est marrant, c'est que évidemment, je suis allée, voir ma médecin et évidemment, ma médecin m'a immédiatement parlé de burn-out et j'ai refusé ce diagnostic, un peu têtue comme je suis. Ouais, je l'ai refusé pour la simple et bonne raison que à l'époque, je savais un peu ce que c'était un burn-out et je savais que ça durait longtemps et que parfois, la seule issue possible était de changer de métier. Mon problème, bah, c'est que j'adore mon métier d'enseignant. Il me passionne et je vais vraiment distinguer le métier de directeur et le métier d'enseignant. À savoir aussi que j'adorais être directrice. Si j'avais eu du temps nécessaire à cette tâche, je pense que je le serais peut-être encore. J'adorais être directrice. Donc j'ai refusé ce diagnostic de burn-out parce que je ne voulais pas, avoir ces conséquences. Alors je voyais la médecin toutes les semaines et pendant 2 mois, toutes les semaines, je refusais ce diagnostic. Voilà, c'était: «Non, c'est pas ça» et en fait, pour appuyer mes propos, j'avais toujours quelque chose. C'est là où, dans ce podcast, je vais te parler de la signification émotionnelle des mots MAUX. C'est que pendant ces 2 mois, je n'ai jamais été autant malade de toute ma vie. À savoir que j'avais un torticolis 3 jours, j'avais une gastro 4 jours, quand je retournais la voir, j'avais une conjonctivite, puis ensuite j'avais une angine, puis ensuite, j'avais le dos bloqué. En fait, à chaque fois que j'allais la voir, mon corps m'en donnait une raison pour ne pas que je retourne au travail. Et alors, ce qui est encore plus fou, d'ailleurs, quand j'y pense, c'est que avant que mon burn-out se déclenche, hem, on était en train de faire des grosses recherches avec ma sage-femme parce qu'elle était convaincue que j'avais de l'endométriose parce que les 3 mois précédents, je n'avais pas pu me rendre à mon travail lorsque j'avais mes règles, tellement la douleur était mais atroce, inimaginable. J'étais pliée en 2 pendant 2 jours. Heu, Mon burn-out a éclaté, depuis je n'ai plus jamais eu ça de ma vie. Donc tu vois, déjà avant que ça pète, le corps me prévenait. Et donc 2 mois plus tard, c'était avant Noël et puis, bah, je me revois, dire à la médecin: «Oui, bon, c'est bon, d'accord, c'est un burn-out, OK». Et là, la minute qui a suivi, allez, j'exagère, dans l'heure suivante, plus rien. Plus aucun symptôme de maladie, je n'ai plus rien eu pendant 1 an. À partir du moment où j'ai accepté ce diagnostic et ça me semble vraiment fou, hein, de te raconter ça, mais à partir du moment où j'ai accepté ce diagnostic, je n'ai plus rien eu. J'allais mieux. Alors, j'allais mieux au niveau du corps. En termes de mental, les mois qui ont suivi ont été, extrêmement douloureux. J'accepte ce diagnostic fin décembre, début janvier, jusqu'à la fin de l'année scolaire, donc jusqu'à juillet, je ne suis pas en capacité d'aller travailler. De toute façon, ça va se finir par un changement de poste, hein. Ça faisait des années que je demandais à quitter la direction. Là, pour le coup, j'ai eu le droit à une priorité médicale, donc j'ai pu obtenir un autre poste. Mais voilà, donc s'en suivra, ben, en tout, quasiment, 1 an d'arrêt, maladie. 1 an d'arrêt maladie que je vis extrêmement mal parce que, bah, dans ma famille, la valeur du travail est très, très forte. Heu, Ça va plutôt être dans ma famille des discours comme, «Tu te rends compte, 40 ans de travail et que 2 jours d'arrêt maladie». Donc moi, être en arrêt pendant, plusieurs semaines pour une maladie mentale, si encore j'avais eu une hernie discale, ça passait, mais une maladie mentale, je l'assumais pas du tout, j'avais honte. Alors, je me rappelle que ma médecin me disait que mon travail, pendant cet arrêt, c'était de sortir, me balader et cetera, mais moi j'étais incapable de faire ça. J'avais peur de croiser du monde, j'avais peur du regard des autres. J Et d'ailleurs, je sais que vous me dites souvent, notamment sur Instagram, que, la confiance en moi dont je fais preuve est incroyable. Crois-moi que, en fait, tout a découlé de ce burn-out et c'est pour ça que je dis toujours que aussi cruellement difficile il a été, s'il était à refaire, je le referais. Parce que j'ai décidé dès que je me revois, quand j'ai dit à ma médecin: «OK, d'accord, c'est un burn-out, j'accepte. Bah, par contre, on va en faire un truc bien. Il est hors de question que je traverse ça et que je n'en retire rien». Donc voilà. Tout ça pour dire que, les mots du corps, MAUX, depuis, j'ai fait extrêmement attention et alors pour te prouver encore à quel point le corps est puissant et à quel point il s'envoie des messages, j'ai une autre anecdote. Donc bref, je quitte donc, ce travail. Je reprends, en septembre, le poste que j'ai actuellement, c'est-à-dire de maternelle CP. Moi, je pensais reprendre à temps plein parce que, bah, c'est bon, on m'a enlevé la direction donc en fait, il y a plus de problème dans mon corps. Enfin, tu vois, moi, j'ai fait un burn-out à cause de la direction d'école. J'ai un nouveau poste dans lequel je n'ai pas de direction. En fait, tout est réglé. Je reprends à temps plein comme j'ai toujours fait, point final.
Et puis, là donc je travaille tout l'été pour préparer ma classe. Je suis extrêmement enthousiaste parce que j'adore mon travail, donc ça me manque énormément. Je regarde plein de vidéos, je vais souvent dans la classe l'été pour préparer et vraiment moi je me régale, hein. C'est pas du tout, une contrainte de faire ça. Et puis la rentrée de septembre se rapproche et là, les symptômes que j'avais quelques mois auparavant et qui s'étaient calmés, reviennent en trombe. Mes mains, l'eczéma, on n'apercevait presque plus ma peau, tant elle était, recouverte d'eczéma. Je refaisais à nouveau des insomnies, c'est-à-dire que je dormais 1 heure par nuit. Je faisais des crises d'angoisse. Voilà, tout revient et puis, j'ai un moment un appel, d'un numéro que je ne connais pas de Strasbourg. Je réponds, c'est la psychologue du travail qui m'appelle. Pour savoir comment j'envisage, la rentrée. Donc voilà, je lui explique un petit peu que j'ai quelques symptômes et que c'est certainement normal parce que, je suis pas retournée dans une classe depuis mon burn-out et puis donc, en parlant, je lui parle du temps plein et en fait, elle me dit: «Stop, il y a eu un problème là dans la dans le dossier, on ne reprend pas à temps plein après un burn-out». C'était 3 jours avant la rentrée. 3 jours avant la rentrée, j'apprends qu'en fait non, on m'a juste oubliée. Bref, d'ailleurs, Mais c'était une rentrée, mais tellement haute en couleurs parce que moi, 3 jours avant la rentrée, j'apprends que je suis à temps partiel. C'était pas du tout prévu, donc moi, ça me fait un énorme coup au moral. Je me dis: «Mince, donc ce burn-out n'est pas terminé», parce que, il son ombre est toujours, très pesante. Entre-temps, l'école enfin bref, non, tu sais quoi? Je vais pas rentrer dans les détails parce que trop compliqué. Mais là où je voulais te parler donc des mots MAUX, c'est que, cette année à mi-temps thérapeutique se passe, en effet, j'ai très vite compris pourquoi. Heu, il fallait que je sois à mi-temps parce qu'en fait, eh bien, une journée de travail, c'était, le ressenti de 5 jours de travail, habituel. C'est une fatigue, mais extrême comme je n'avais jamais eu. Donc oui, c'était, je me rappelle, je rentrais le midi chez moi, je dormais 1 heure, je ne mangeais pas tellement j'avais besoin de dormir, je faisais des nuits de 12 heures, enfin voilà. Et donc à la fin de cette année, à mi-temps thérapeutique, j'aurais pu le renouveler si je le souhaitais, mais moi j'avais vraiment envie d'avoir ma classe à temps plein. Donc je fais une demande pour reprendre à temps plein qui est acceptée. Et alors je me rappelle d'un épisode très marquant. Donc en juin, à la fin donc de cette année de mi-temps thérapeutique, à la fin de cette année donc scolaire, je fais l'intégration des futures petites sections. Tu sais, en juin, souvent tu vas 1 heure ou une matinée dans la classe, dans ta future classe, ou pour découvrir la maternelle. Je fais cette intégration avec les futures petites sections, intégration qui se passe super bien, je suis ravie, les enfants, ils étaient 4 je crois, sont vraiment chouettes ou 6, mais qu'importe. Vraiment, trop bien, les parents archi sympas, donc tout est très bien. Ils partent, je rentre chez moi, je m'assois sur mon canapé et impossible de me relever. C'était, quand je te dis que le corps nous parle, vraiment, quand je te dis que le corps nous parle. En fait, à peine 1 heure après cette intégration, j'ai eu un problème à l'oreille interne et j'ai eu des vertiges violents, des pertes d'équilibre pendant 3 semaines. Je n'arrivais pas à rester debout, je n'arrivais pas à marcher correctement. C'est comme si mon corps me criait: «Non, non, 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 tu ne peux pas y retourner, pas comme ça». Et la signification émotionnelle de l'oreille interne, c'est de se projeter vers le futur. Parce que maintenant, dès que j'ai un mot MAUX, je vais regarder cette signification, émotionnelle. Et purée, j'aurais pas pu avoir plus gros truc, quoi. Donc voilà, tout ça pour dire que, heu, avec le recul, à l'époque, je disais que le burn-out, je l'ai pas vu arriver. Je disais que je m'étais pris un mur et franchement, enfin, je n'aurais pas pu le prédire. Avec le recul, je me rends compte à quel point j'étais déconnectée, de moi. En fait, je croyais que je gérais. Je croyais que le fait de relativiser, de me dire que c'était pas grave, allait me protéger, parce que à l'époque, vraiment, pour moi, j'étais pas stressée. Donc c'est les gens stressés qui font un burn-out. Sauf qu'en fait, j'ai essayé de contrer une partie que j'étais. Comment te dire? Je me rappelle que dès cette rentrée de septembre, quand j'étais encore directrice, je disais à mes collègues: «Pas de stress cette année» et moi, j'avais conscience que ce qu'on me demandait n'était pas humain finalement. Donc en fait, quand j'étais en retard sur un dossier, c'était pas grave. On me relançait 3 fois et parce qu'à l'époque voilà, bref, je veux pas rentrer dans les détails, mais j'essaie de vraiment de dire: «C'est pas grave, je fais du mieux que je peux, la priorité, c'est mes élèves». OK, c'était super sur le papier, sauf que j'étais pas du tout alignée avec ça parce que ça allait à l'encontre de mes valeurs. J'ai juste, essayé de mettre un pansement sur une jambe de bois, quoi. Et donc, tu vois, à l'époque,
Je disais: «Je l'ai pas vu venir», sauf qu'en fait si. J'avais des acouphènes, quand j'ai pris la direction, 1 an après, j'ai eu des acouphènes, mais au point où parfois je n'arrivais pas à m'endormir tellement, c'était bruyant dans ma tête. J'avais, énormément de crises d'eczéma, j'avais des maux de dos, je ne pouvais pas rester debout pendant les récréations qui duraient 10 minutes. Fallait que je m'assoie, je ne n'arrivais pas à tenir debout. J'avais des diarrhées, je pleurais souvent. Bref, je pensais que c'était normal, quoi. Et bah, j'ai compris là, maintenant plus tard que, bah, en fait, j'étais coupée de mes émotions, j'étais juste coupée de mon corps et justement quelques mois après ce burn-out, j'ai commencé la méditation et je me rappelle précisément de ce moment où j'ai fait un scan corporel et en fait, je n'arrivais à ressentir, rien, si ce n'est mon ventre qui se lève, et qui s'abaisse, quoi. Sinon, je ne ressentais rien, c'était vide. Alors aujourd'hui, si je peux faire un scan corporel, je peux te dire si mon petit orteil du pied gauche est détendu ou non, tu vois? Mais à l'époque, j'étais anesthésiée, j'étais déconnectée, j'étais coupée de mon corps, de mes émotions, de moi-même et pourtant, tu vois, je croyais tout faire bien, je croyais cocher toutes les cases. Et c'est ça qui est fou avec le burn-out, c'est que parfois tu crois faire tout ce qu'il faut, mais tu oublies la chose essentielle qui est d'écouter son corps. Pas de cocher des trucs à faire pour aller bien, juste de s'écouter. Alors aujourd'hui, je vais mieux. Mon burn-out, pour le coup, est vraiment derrière moi. J'ai reconstruit un rapport à moi, à mon corps, reconstruit ou construit. Entre nous, je l'ignore parce que je me suis rendu compte qu'en réalité, depuis que je suis enfant, je fais des crises d'angoisse, mais je m'étais dit à l'époque que c'était des crises d'hypoglycémie. Hem, je suis encore professeure des écoles et je suis tellement soulagée d'avoir à nouveau cette passion qui m'anime. Mais voilà, je vais pas te vendre un happy end magique parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne et je continue d'apprendre à vivre avec cette, vigilance douce. J'ai compris que c'est un chemin, une sorte de danse entre moi et moi et parfois je recule, parfois j'oublie et puis, bah, je vais revenir. La reconnexion à soi, je me dis de plus en plus que c'est pas une étape qu'on coche et c'est un travail de chaque instant. Et aujourd'hui, ben, je choisis ça, je choisis d'être vivante, vraiment vivante. Je choisis d'être à l'écoute de ce que me dit mon corps. J'apprends encore beaucoup. J'allais dire j'échoue beaucoup. Non, je préfère dire que j'apprends, parce que c'est ce que je dis à mes élèves, d'accord? Pour apprendre, il faut échouer. Il faut se tromper, il faut rater. Et voilà, j'ai mis du temps à accuser le coup. Mais ce burn-out, quand j'avais vu la médecin du travail, elle l'avait, classé en stress post-traumatique. En fait, il a été tellement violent, que c'est ça qui s'est passé et en fait, je rel j'avais tous les symptômes de, la déconnexion au corps. Puis après, bah, ce blackout qui fait que j'oublie tout, bah, c'est carrément le mental qui déconnecte et puis en fait, on se met juste en place pour les organes de survie, finalement. Donc voilà, donc je me sens obligée de finir cet épisode de podcast, enfin obligée, parce que je le fais vraiment, bah, avec une pensée particulière pour mon mari qui a été là, et dont la présence a été incroyable parce qu'un burn-out, tu comprends rien à ce qui se passe, quoi. Tu ne comprends rien à ce qui se passe et pour l'autre, c'est très, très, très douloureux, très délicat et il faut vraiment avoir foi en l'avenir. La chance que j'ai eue, c'est qu'il connaît mon tempérament, il a jamais douté, il sait que je suis, battante, résiliente et plus résiliente que battante et que j'allais en faire quelque chose et voilà et je me dis souvent: «Heureusement que je l'ai fait à 30 ans et pas à 55 ans». J'aurais été triste de tout ce temps gâché parce que je l'ai vraiment vu comme une renaissance, ce burn-out, aussi difficile a-t-il été. Voilà, donc à la rigueur, mon seul message, de fin serait un message d'espoir pour te dire que j'aime bien, je dis tout le temps cette phrase que, les plus beaux couchers de soleil auxquels j'ai assisté sont ceux des journées nuageuses et quand le soleil arrive à filtrer avec les rayons et le spectre lumineux, ça nous offre des spectacles incroyables et bien, je pense que si je trouve ma vie si belle aujourd'hui, c'est grâce à cette étape, grâce à ce burn-out et tu vois, j'ai dit grâce et pas à cause. Voilà, écoute, ce podcast qui habituellement est tout court, est un long format aujourd'hui. Je sais pas comment le finir, donc je vais juste te souhaiter de prendre soin de toi et d'écouter ton corps et de te dire que si ça te fait peur d'être seul avec ton corps,
Justement, occupe-toi de ton corps. Si le silence te fait peur, si tu mets toujours de la musique, si, tu détestes les saunas parce que ressentir ton corps, chaque partie de ton corps, ça t'effraie, si tu as tout le temps peur de tomber dans les pommes, prends le temps de t'occuper de ton corps justement. Des spécialistes existent, il y a plein de choses qui existent, mais parce que, parce que si tu n'écoutes pas ton corps, crois-moi que c'est la plume, la pierre et le camion. Il y a un épisode de Chloé Bloom, de son podcast qui est incroyable, La vie suffit. Ça s'appelle La pierre, la plume, la pierre, le camion, qui explique justement, ça. Si on n'écoute pas les petits signaux, c'est pas toi qui gagneras à la fin, c'est toujours ton corps qui gagne, hein. Ça vraiment, tu beau être, la plus, avec tes to-do list, ton organisation millimétrée, tu perdras. C'est voilà. Eh bien écoute, je te dis à la semaine prochaine.